Bienvenue dans Muscle ta répartie, le podcast qui te donne envie de l'ouvrir. Je suis Michel Ruffo et pour cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Piotr Banasiak. Bonjour Piotr. Bonjour à toutes et à tous. Piotr, tu es coach professionnel, tu réalises des accompagnements en individuel ou en entreprise, des formations, des cercles de parole pour hommes. Et ces cercles se veulent des alternatives vertueuses face au contenu des mails alpha sur la séduction pour comment être un bon amant. Et j'ai voulu t'inviter car tu fais partie des chevaliers blancs qui soutiennent mes prises de parole sur LinkedIn et je suis assez fan de tes prises de parole qui s'adressent principalement aux hommes pour les aider à se déconstruire. Et puis tu me diras si j'ai le bon vocabulaire. Et pour Très démarrer, bien. Piotr, j'aimerais bien que tu m'expliques du coup ton activité en quelques mots. Très bien. Alors, la première chose, c'est essayer de voir que les hommes ont évidemment leur place dans l'égalité, sauf que dans un changement de paradigme aussi fort que la sortie du patriarcat, la sortie d'une domination des hommes sur les femmes, il y a évidemment à repenser cette place. Et pour beaucoup d'entre nous, c'est très difficile de déjà s'imaginer sortir de la situation actuelle, parce qu'elle n'est même pas agréable. C'est parce que tout simplement le patriarcat pour les hommes, c'est aussi une grande source de souffrance. Il y a que les ultra privilégiés qui peuvent trouver qu'ils n'ont pas beaucoup de souffrance, mais ils en ont évidemment aussi. Et donc, comment est-ce qu'on peut essayer de faire passer les hommes de ce paradigme de domination avec les privilèges, notamment les privilèges de domination sur les femmes, avec tout ce que ça induit en termes de charge mentale, en termes d'avantages, etc., vers une place où on est plus sur une maturité émotionnelle, vers une responsabilisation, vers de la collaboration, donc sortie de compétitivité, etc. Et ça, c'est très difficile à un niveau individuel d'en sortir. C'est dur aussi à un niveau, je dirais, physique parfois, parce que quand on est dans le patriarcat, on se fatigue l'esprit, le corps avec un stress chronique, avec un mode survie. Et la troisième, la troisième donnée, c'est évidemment l'environnement. Si on est dans un environnement qui n'est pas propice au changement, où chaque changement est perçu comme un énorme danger, et c'est là où on va en fait aller dans un repli identitaire et c'est extrêmement difficile. Donc pour moi, globalement, il y a un accompagnement à faire sur plein de niveaux différents. Donc comme je l'ai dit, en fait, je me base un peu sur des sur l'étude qui a été avancée par Albert Moukébert qui parle justement des 3 données sur lesquelles on peut agir, donc le cerveau, le corps, ou plutôt l'état du corps et l'environnement. Et clairement, j'essaye de proposer des choses sur ces 3 niveaux. Et mon but personnel, c'est de contribuer au bien-être mental de tous les hommes, parce que je sais que c'est à partir de là qu'on pourra aussi aider les hommes à trouver leur place justement dans l'égalité. Tu as parlé de privilèges et peut-être que tout le monde n'est pas familier avec ce terme. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Ouais. Alors, il y a quand on est dans une forme de domination, et en tant qu'homme, on en a beaucoup, surtout en tant qu'homme blanc, hétérosexuel, bourgeois, qui ont fait des études, qui parlent anglais, et cetera, et j'en fais partie. Eh bien, pour des situations de la vie de tous les jours, on peut en fait partir avec un avantage. Il y a une excellente vidéo qui montre ça, c'est un coach de sport américain qui en fait aligne toutes des étudiantes et des étudiants sur la même ligne et disent faites un pas en avant si vous avez jamais eu à vous soucier de qu'est-ce que vous alliez manger le lendemain. Euh, Faites un autre pas en avant si vous n'avez jamais eu à vous soucier de où est-ce que vous alliez habiter, etc., etc. Et où en fait c'était globalement des étudiantes et des étudiants noirs qui restaient en arrière. Et ça Ouais. montre en fait l'avantage avec lequel on peut partir, tout en sachant que on peut avoir des privilèges d'un côté et ne pas en avoir d'autres. Je pense qu'on pourra en parler, mais l'un de mes inconvénients, c'est que j'ai beau être blanc, j'ai beau être voilà, avoir plein de privilèges, j'ai un non-privilège qui est celui d'être perçu comme blanc,
mais d'être en fait, perçu comme, quelqu'un d'Europe de l'Est par mon prénom et qui m'a valu en fait des situations très humiliantes au travail notamment et qui est parfois très, fatigant dans la vie de tous les jours, notamment quand je dois me présenter, faire connaissance avec quelqu'un et expliquer d'où je viens, parce que les gens veulent absolument savoir d'où je viens parce que mon prénom est tellement Mmh. original. Voilà, Mmh. donc en fait, cette notion de privilège, il y a une conscience à prendre du fait qu'on a des on est en avance, on a des avantages, et que d'un autre côté, le fait d'avoir ces privilèges, ça veut pas dire qu'on ne souffre pas. Et c'est souvent cette incompréhension qui surgit, c'est que les gens à qui on dit qu'ils ont des privilèges, ils disent: «Oui, mais pas je souffre à côté». Oui, mais ça veut rien dire et ça veut pas dire que ta souffrance n'est pas légitime et ça veut pas dire que tu ne pars pas non plus avec un train de départ. Et comment tu leur expliques ça aux personnes qui disent: «Bah non, je me sens pas privilégiée parce que j'ai telle difficulté ou je me préoccupe pour la fin de mois», comment tu fais? Alors, le plus simple en général, c'est d'essayer de les mettre dans la peau d'eux, c'est de les faire écouter des témoignages de personnes. C'est il y a un truc qui marche assez bien, c'est, de faire des jeux de rôle. Par exemple, en formation, en animation, c'est que, un homme joue le rôle d'une femme, par exemple et on demande à tous les autres, en fait, d'avoir des remarques sexistes, par exemple, misogynes et lui demander ensuite, de se défendre. Et quand il voit en fait qu'il n'arrive pas à se défendre, que quoi qu'il dise, il est attaqué et que, voilà, il a quelque chose, il y a une forme d'impossibilité de se justifier du fait que ces situations sont vraies, c'est compliqué. Un autre argument qui marche assez bien, c'est celui des personnes trans, qui en fait ont vécu les 2, Mmh. ont pu vivre les 2 situations. Et en général, les hommes trans, disent que, c'est beaucoup plus simple pour plein de points de vue différents, d'être un homme qu'être une femme. Et vraiment, il y a en fait, c'est imbattable quoi comme argument à ce niveau-là. Sauf que évidemment, le problème, c'est qu'il y a de la transphobie et Mmh. écouter le témoignage d'une personne trans, c'est pas forcément quelque chose qui va passer. Mais en tout cas, ce qui est compliqué, c'est, d'expliquer à quelqu'un, sans braquer cette personne. C'est qu'à partir du moment où on essaye de partager une expérience, l'autre va se sentir attaqué. Rien que le fait de dire qu'il y a des privilèges, c'est quelque chose qui peut faire que la personne, ses poils vont se hérisser et elle sera tout de suite en position de défense. Donc, le mieux, quoi qu'il arrive, c'est de poser un cadre sécurisant, de sécurité et c'est notamment ce que je fais dans mes cercles de parole, mais que j'essaie aussi de faire beaucoup dans mes interventions en entreprise pour qu'en fait ces armes qui peuvent être potentiellement, mises en avant ou ces boucliers, en fait, tout de suite les déposer, les mettre en dehors du cadre pour que derrière il y ait une écoute qui s'installe. Évidemment, l'écoute, c'est plus difficile à installer si on n'a pas les capacités. Quand tu vas dans le sens des conditionnements genrés des hommes, apprendre à écouter quelqu'un et donc à être en empathie, c'est pas naturel. Donc si, un homme n'a pas eu à, apprendre à écouter quelqu'un, à entendre et vraiment pouvoir se mettre à sa place, ça va être compliqué. Donc installer tout de suite ce cadre, je dis pas que ça va faire que la personne va apprendre, mais elle va peut-être se mettre dans une posture ou dans une position d'apprentissage potentiel. C'est vraiment je mets plein de probabilités et cetera, il y a rien de sûr là-dessus, mais c'est comme ça, selon moi, que ça marche le mieux. En subissant la chose, en l'imposant,
ça va être très difficile de faire que la personne puisse s'ouvrir. C'est quoi le cadre de sécurité exactement que tu poses? Tu m'as parlé d'empathie et d'écoute, en disant que ça avait pas un sens très précis pour tous les hommes, si j'ai bien Mm. compris, qu'il y avait besoin de l'apprendre. Il y a d'autres choses ou comment est-ce que tu l'amènes pour qu'ils comprennent vraiment ce que ça signifie? Ouais. La première chose que je dis, c'est le non-jugement. Le premier point, c'est souvent là où il y a le plus de culpabilité qui peut monter, parce que c'est par le jugement qu'un homme va se sentir potentiellement attaqué et il va l'interpréter comme s'il était traité de méchant. Donc, Mmh. dire cadre de non-jugement, ça enlève le truc genre on va me dire que je suis la pire des ordures, etc. parce que je sais pas écouter, ou parce que j'ai fait une blague sexiste, ou parce que j'ai fait une blague raciste, etc., etc. Donc, enlever ça enlève ce côté où on va me dire que je suis du mauvais côté de la barrière. La deuxième, c'est la confidentialité. Ce sur quoi on est en train d'échanger ne sortira pas de ce cadre. Ça rassure aussi, parce que ça permet aussi de pouvoir l'exprimer, et ça joue beaucoup sur la, le- l'image, la réputation, et donc ça vient aussi un tout petit peu calmer le spectre de la mort sociale. Donc il y a ça qui vient. Ensuite, le consentement, le dire que je vais poser des questions, je vais proposer des choses, et vous n'êtes pas obligé de le faire. Mmh. Et on peut en discuter. Ça aussi, ça aide beaucoup. Et globalement, je dis, c'est un cadre sécurisé, sécurisant. Donc, dites-moi s'il y a quoi que ce soit, s'il y a quelque chose dont vous avez besoin, qui vous aiderait, etc. Et rien que ça, en fait, le dire, en général, il n'y a pas de nouvelles choses dont ils auraient besoin. Mais rien que le fait de le dire, ça change. Et le dernier point que j'ajoute, je le dis parfois presque en premier, c'est de dire, on est entre hommes, quand je suis en non-mixité, mais on n'est pas en compétition. On n'est pas là pour se Mmh. comparer, pour se jauger, pour essayer de voir qui c'est qui a la plus grosse, etc. On n'est pas dans ce cadre-là. Et ça aide aussi beaucoup. Parce que, en fait, c'est mon opinion, mais franchement, je donnerais vraiment ma main à couper que c'est ce que vivent la majorité des hommes. Quand un homme rencontre un autre homme, en fait, c'est un concurrent Il potentiel, jauge. quoi. Il Mmh. jauge tout de suite. Tu rentres dans une pièce et tu regardes si les autres mecs sont en danger. Moi, en tout cas, ça m'arrive encore. Je me vois le Mmh. faire encore, malheureusement. Mais avant, c'était juste constant. Mmh. Hem, Avant aussi, et je pense qu'on pourra en parler, c'était plutôt: est-ce que les autres sont un danger? Mais c'est aussi une manière de jauger. Mais après, je me suis plus affirmé, quand j'ai un peu musclé, pas seulement ma répartie, mais voilà, qui j'étais, mon identité. C'est là où j'ai commencé à plutôt voir les hommes comme des concurrents, ou des hommes qui pourraient potentiellement faire que je me sente mal. Alors qu'avant, dans ma timidité, etc., j'étais plutôt est-ce que je vais me faire attaquer? Mais est-ce que je vais me faire humilier? Alors que là, c'est est-ce Mmh. que je vais être remis en question? Donc c'est un peu différent, mais c'est toujours de la compétition. Donc voilà, dernier point, et parfois le premier, c'est on n'est pas en compétition. On n'est pas là pour essayer de voir qui est le meilleur. Je vais rebondir sur ce point de compétition, notamment pour, utiliser un mot qui est le mot d'allié, et j'étais curieuse de savoir si justement, toi, comment tu voyais ça, ce mot d'allié? Et est-ce que tu vois pas aussi de la compétition associée Mmh. à ce mot d'allié? Ouais. Alors, c'est vrai que les appellations des hommes qui se lancent dans l'égalité, voilà, il y a plein de mots, hein. Tu avais parlé de déconstruction, qui est un peu un gros mot, parce que ça pour plein d'hommes, c'est synonyme d'affaiblissement, d'émasculation, etc. Moi, c'est vrai que parfois, pour des raisons plus marketing, mais aussi pour ne pas les braquer, j'utilise certains mots. Donc je vais plutôt aller vers l'égalité, parce que globalement, quand on demande à des hommes: «Est-ce que vous êtes pour l'égalité?» Tout le monde: «Ah bah, bien sûr, mais
Et parfois, il y en a qui rajoutent: «Mais moi, je suis féministe, moi, je suis parfois je suis un allié, je suis pro-féministe» et cetera. Bon, il y a différents niveaux. En général, ceux qui disent: «Je suis féministe», c'est ceux qui le sont le moins, probablement. Un Mais qui indice ont alors. envie ouais, il y a enfin, c'est juste mes observations, c'est empirique, il y a rien de scientifique dans ce que je suis en train de dire. Mais en général, ceux qui disent: «Je suis féministe», c'est ceux qui vont dire: «Moi, je suis féministe», mais le vrai féminisme. Ceux Mais des années voilà, celui 70 d'avant. ouais, c'est ça. Oui, C'était celui mieux d'avant, avant. pas les néo-féministes, fémonazis, nanana. Bah, en fait, tout ce qui est associé effectivement, genre le wokisme, enfin, ça vient en pack en général. Donc Mmh. eux, c'est très rapidement décelable à l'œil nu que eux, c'est ceux qui veulent l'étiquette. Et j'aime bien parler d'étiquette avec le H comme éthique et étiquette, la contraction des deux, parce que c'est toujours l'avantage, et encore une fois, le privilège, on en revient au privilège que te donne le fait de te présenter en tant que. Et moi, clairement, c'est quelque chose qui me rebute. Le mot allié me rebute aussi, surtout en auto-qualification. Si c'est par exemple des femmes, des féministes avec qui je travaille, voilà, que je côtoie, des amis, des copaines, etc. Si c'est elles qui le disent en parlant de moi, c'est ok. Enfin, c'est elles qui peuvent le dire. Moi, j'ai pas je pense pas avoir mon mot à dire là-dessus, et ça m'intéresse pas en fait de me qualifier en tant que tel. Après, pro-féministe, c'est un peu similaire. C'est plutôt, voilà, je suis pour le féminisme, mais je vais pas, encore une fois, moi, je me dire je suis pro-féministe. On en revient à ce côté étiquette qui m'intéresse pas trop. Et ce que je préfère faire, c'est plutôt parler de s'allier, le verbe s'allier, et être dans l'action, dans le faire plutôt que dans l'être, qui est souvent justement de l'autodéfinition, de l'autoprésentation, et qui en fait est sans preuve. Alors que si je dis que je fais les choses, bah, on pourra facilement me confronter. euh, Est-ce que je l'ai vraiment fait? Est-ce que je le fais vraiment? Et ça permet aussi de m'améliorer moi. C'est-à-dire que si je fais des choses, ça veut dire que je peux faire les choses autrement. Ça veut dire que je peux adapter. Ça veut dire que je peux changer. Ça veut dire que, en fait, je peux accepter la critique. Je peux accepter des reproches. Je peux entendre que ce comportement que je pensais juste, il l'est pas. Ou cette parole que je pensais juste, elle ne l'est pas. Alors que si je me présente en tant qu'allié, et on me dit: «Non, mais en fait, là, ce que tu as fait, c'est pas ouf». Là, c'est comme si la traduction, c'est, «Non, tu n'es pas un allié» ou «Non, tu n'es pas féministe». Alors que si je suis dans le fait de m'allier, eh ben, je peux corriger beaucoup plus facilement mon action, alors que c'est plus dur de me dire que je peux corriger mon être, mon identité. Parce que l'identité, ça a quelque chose de solide, ça a quelque chose qui stabilise en fait, Mmh. l'ancrage, enfin voilà, c'est un peu le prolongement de l'ego, la perception de soi. Et quand c'est dans quelque chose d'aussi fixe, d'aussi idéaliste aussi, parce que le côté, si je dis je suis féministe, bah ça veut dire c'est comme si j'étais un produit fini. Pareil pour Mmh. allier, c'est Oui, c'est bah je ça. fais déjà tout bien quoi. Alors Mmh. que il y a Évidemment. d'une part, fait pas tout bien, et c'est OK parce que ça veut dire qu'on peut faire mieux, sans non plus se culpabiliser d'aller dans une pureté militante et cetera. Mais sans pour autant se dire, ben: «Bah, de toute façon, je serai jamais parfait, donc j'ai rien à changer». C'est toujours garder cette envie de progression. Et à côté de ça, ça permet aussi, de pas se fixer, dans dans l'espace, et justement de se concentrer sur les actions et pas sur l'apparence.
Ce qui me frappe quand je t'écoute, c'est à quel point tu as travaillé ton sujet, parce que tu baignes dans ces choses-là et donc dans les subtilités des mots et de comment est-ce que tu veux contribuer. Et, et c'est souvent une question que je me pose, c'est qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un homme, et notamment dans la tête d'un homme qui a cette démarche-là? Comment t'es tombé dans la soupe de la déconstruction ou du chemin d'être allié? Hem, je pense qu'il y a plusieurs étapes. La première, et c'est l'un des chemins qui fait que des hommes, en fait, vont vers l'égalité ou voilà, s'engagent, je pense que c'est la souffrance. C'est la souffrance, c'est le fait que de pas adhérer au patriarcat ou de pas y arriver. Moi, j'y arrivais pas. J'essayais, mais j'arrivais pas à gagner au patriarcat, comme, voilà, comme des personnes peuvent gagner au capitalisme, hein. C'est comme un jeu, sauf que c'est un jeu dans la réalité et qui est vraiment source de souffrance. Et le début pour moi, c'est mon adolescence où j'étais très mal dans ma peau et où, j'ai commencé ma première thérapie à 16 ans, après avoir passé 2 ans à refuser d'y aller. Alors que le mal-être était était évident, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est une expérience que malheureusement beaucoup trop d'hommes vivent. C'est soit être au fond du trou, pour ensuite, voilà, se lancer. Il y a évidemment des femmes pour lesquelles c'est aussi le cas, hein. C'est seulement, le fait de plus être capable d'avancer de la même manière qui fait qu'il y a cette remise en question sur comment marcher différemment. Hem et pour moi, j'étais exténué par le fait de vouloir résister à tout prix. Et ça, c'était mon entrée, en fait, dans le travail sur moi-même, sur l'introspection, sur le fait de me regarder, mais à un niveau vraiment individuel. Donc quelque chose qui est plus de l'ordre du développement personnel, sans aller, pardon, forcément dans des imaginaires très négatifs qu'on peut avoir et qui sont justifiés, hein, qui sont légitimes, du dev perso bullshit, quand on veut, on peut, et cetera, qui est malheureusement très lié aussi, hein, au coach, mascu, mal alpha, et cetera, genre les trucs crypto mec, et cetera. Il y a des éléments, il y a évidemment à nuancer sur le fait que si des gens peuvent rentrer dedans sur le fait de travailler sur soi, heu, ben, c'est quelque chose de positif pour le coup. Par contre, ce qu'ils en font, où est-ce qu'ils vont, et cetera, vers quel modèle ils essayent de se diriger, ça, c'est d'autres questions. Je suis plus forcément d'accord, mais le fait d'avoir, et c'est encore une fois un privilège, de pouvoir travailler sur soi, parce qu'évidemment, c'est un coût financier. Avoir des parents qui pouvaient me financer, des séances de psy, et ben, c'est un privilège. Ça, c'était une grosse ouverture. Après, c'était une première thérapie que j'ai faite au lycée. Après, j'ai eu une petite pause, j'ai repris pour 5 ans, ce qui m'a énormément aidé, où là, je suis vraiment allé en profondeur sur, voilà, les questions, plus personnelles. Et ensuite, je suis allé, sur presque 10 ans de pratique du bouddhisme, où j'ai notamment été aussi, moine bouddhiste, dans cette période. Pareil, c'est un énorme questionnement qui est aussi intellectuel, évidemment spirituel, mais intellectuellement, c'était extrêmement stimulant pour moi. C'était aussi beaucoup de remise en question sur mes schémas, et pas seulement, en communauté, mais même, des schémas familiaux. Enfin, il y avait plein de choses qui se jouaient, il y avait plein de choses comme on dit dans le jargon, qui se libéraient, ou voilà, des croyances qui étaient remises en question, et cetera. Mais il y avait toujours cet angle mort systémique sur, le patriarcat. Mmh. C'était quelque chose que j'étais pas au courant du patriarcat, voilà, un gros voile sur moi, et qui, en fait, a émergé progressivement, d'abord au travail, mais qui a émergé à travers le fait que j'ai eu moi-même, des situations humiliantes liées à qui je suis et que je ne pouvais pas changer. Comme je te l'avais dit en introduction, c'était des situations humiliantes par rapport à mes origines, mais qui ont fait que derrière, j'ai pu associer des situations humiliantes ou d'injustice ou, d'inégalité que vivaient des collègues femmes,
Mmh. qui sont voilà du classique, d'inégalité salariale, de négociation, de voilà, des sujets auxquels j'ai été directement confronté, et vu ma proximité amicale avec, ces femmes, ces collègues, ces amis, c'est des amis, j'ai pu en fait écouter, voir et me rendre compte de ces injustices qu'elles vivent, qu'elles vivaient, que certaines d'entre elles continuent à vivre malheureusement et que vivent énormément, voire la majorité des femmes. Et ça en fait, en y ajoutant une éducation féministe par ma partenaire de vie, ça pareil c'est le classique, énormément de femmes éduquent leurs, conjoints sur ces questions, donc c'est une charge mentale, pédagogique, supplémentaire. Et après ce qui m'a ensuite encore plus poussé dans ce chemin-là, c'était, dans ma reconversion en tant que coach professionnel. Je me suis dit que j'accompagnerais les hommes, parce que les hommes en ont énormément besoin et parce que ça s'imbriquait très bien dans le fait de pouvoir apporter ma pierre à l'édifice féministe, dans un contexte de construction d'une société plus égalitaire. Donc moi j'essaye de m'occuper des hommes, de les faire sortir de leurs réflexes patriarcaux, de leur conditionnement genré, pour que derrière ils puissent, trouver leur place justement dans l'égalité. Tu as raconté ton chemin, donc le chemin en plusieurs étapes avec une étape personnelle avant de découvrir, de lever le voile sur Mmh. l'aspect systémique, notamment du patriarcat. Euh, Est-ce que les participants que tu as à tes ateliers, à tes cercles d'hommes, ont un parcours qui ressemble au tien pour, pour arriver à ce cercle où ils te rencontrent et où ils parlent de ces sujets? Il y a quand même souvent des similitudes, ouais. Alors, il y a c'est vrai que l'une des constantes, c'est la souffrance du patriarcat, mais ce qui n'était pas constant, c'est le moment où en fait il y a cette prise de conscience. Pour certains hommes qui en fait ne pouvaient pas incarner dès le départ l'hégémonie masculine, bah en fait c'est très vite une construction d'identité, de passion, de centre d'intérêt qui les font sortir et qui font que derrière en fait ils vont naturellement vers des espaces sécurisants et sécurisés, et c'est ce qu'offre le féminisme, même pour des hommes, hétéros, cisgenres. Après, pour d'autres hommes, cette étape de souffrance et donc de prise de conscience, elle peut arriver plus tard. Il y a des hommes aussi qui sont déclassés à un niveau professionnel, mais beaucoup plus tard, autour de la quarantaine, cinquantaine. Ça va être des prises de conscience. Il y a aussi tout simplement les événements sociétaux, MeToo, Mazan. Mmh. Ça, c'est quand même des piliers très, très importants, et moi je pense aussi en fait que ma prise de conscience féministe, est aussi globalement liée à MeToo, parce que tout s'est accéléré. Il y a eu beaucoup plus de discussions sur ces sujets, de conscientisation, des violences, faites par les hommes, subies par les femmes, et donc un questionnement. Et là-dessus, ce qui revient aussi malheureusement trop souvent, je dis malheureusement parce que même si, cette prise de conscience va entraîner des actions et donc un soutien, l'endroit d'où ça vient, il est pas forcément, très vertueux. C'est souvent les hommes qui ont des filles et ces filles rentrent sur le marché du travail, en tant que stagiaires ou alternantes, et qui en fait sont confrontées au boys club sur place, et qui en fait voilà, subissent ça va être des harcèlements, ça va être des agressions, et parfois plus, mais en tout cas de la misogynie très, très forte. Et ces hommes-là en fait se rendent compte que leur chère, précieuse fille, voilà, j'utilise du vocabulaire possessif,
est très infantilisant, mais ça montre en fait cette dimension et c'est pour ça que c'est pas forcément vertueux parce que ça vient d'un espace d'instrumentalisation. C'est-à-dire que on parlait de cheptel avant en fait, c'est parce que ce qui constitue l'identité de ces hommes, leur famille, leur fille, est attaqué. Et donc c'est là où en fait ils se rendent compte que c'est pas génial. C'est comme est-ce que poser la question à ces hommes, est-ce que tu laisserais ta fille avec tes meilleurs potes dans une pièce toute seule? Ça en général, il y a la réponse entraîne potentiellement une prise de conscience. Donc euh, après, évidemment, c'est pas toujours aussi simple que ça, mais ces prises de conscience, elles sont aussi graduelles. C'est pas un moment où waouh, on m'a dit ça et en fait j'ai changé radicalement. Ça arrive, mais c'est plus rare. C'est plutôt des petites choses, des petites graines qui sont plantées et qui vont éclore et d'autres qui vont en fait s'assécher. Et c'est justement ces visions de la réalité qui viennent s'étioler petit à petit mais où ça montre tout l'intérêt de la sensibilisation, tout l'intérêt en fait de même quand il y a une opposition forte en face, de venir contre-argumenter, de venir affaiblir et de faire en sorte à ce qu'il y ait du doute qui s'installe chez ces hommes, parce que derrière, voilà, quelques mois après, parfois c'est des années après, ça change. Mais clairement, il y a la souffrance est souvent le dénominateur commun, qui soit intérieur ou extérieur. Donc ma souffrance ou celle de mon cheptel, c'est ça, si je comprends C'est bien? ça, OK. Et exactement. Parce que la est-ce que les gens souffrance extérieure, c'est tu veux pas dire des trop gens qui ça. sont pas dans ma propriété, finalement? C'est ça, exactement. Tu m'as parlé à un moment donné du regard que tu avais sur les autres hommes et la peur que tu avais qui t'humilie. Hmm. Tous ces hommes qui changent de point de vue parce que leur château est attaqué ou parce qu'ils souffrent et qui se mettent à avoir plus d'écoute, qui se mettent à soutenir les femmes, etc. Est-ce que eux aussi, ils sont humiliés et rejetés par le Boys Club, justement? Est-ce que c'est pas un peu dangereux de sortir de ça? Alors, le paradoxe du Boys Club, c'est que malgré toutes les souffrances qu'on y endure, on y reste attaché. Et je dis on, je généralise un peu. J'étais dans des boys clubs. Je n'y suis plus trop parce que justement ça n'a aucun sens pour moi et puis c'est compliqué tout simplement de rester dans des environnements avec des logiques justement d'interaction genrée, stéréotypée, masculine, de compétition, de performance, d'invulnérabilité, de superficialité, de manque d'intimité, voilà, tout ce qui fait qu'un être humain n'est pas forcément mature selon moi. Et ce qui est paradoxal, c'est que effectivement, au moment où on rentre dans les boys clubs, où les boys clubs se forment, donc c'est vraiment à 4, 5, 6 ans, et qui est vraiment assez bien corrélé avec le fait d'imposer de manière plus forte les injonctions de genre, style, voilà, ne pleure pas, sinon tu seras pas, sinon t'es une fille, Vrai. etc. Mmh. Impose-toi, et après plus tard évidemment des choses de plus en plus misogynes. Cette construction en opposition à ce qui est vu comme féminin, Mmh. ça vient d'une part forcer une polarisation. Bah, t'es avec nous, sinon t'es contre nous. Et il y a pas y a pas d'entre deux. Pas de gris. Donc Mmh. c'est ça, il y a pas de grille. Mmh. Mmh. Soit tu fais partie de notre clan et tu respectes toutes les règles. Et tu es Et protégé encore, aussi. exactement, et t'es protégé. Mais évidemment, il y a du travail à faire. C'est-à-dire que il faut que tu prouves tout le temps que tu mérites d'être dans le groupe. Parce qu'il y a un truc de performance. En fait, c'est l'adhésion au Boys Club, elle est constamment actualisée. La C'est remise en question. c'est Mmh. ça. C'est pas
il suffit de payer pour 1 an d'abonnement et ensuite, Mmh. voilà, derrière tu tu tranquille pendant 1 an, il faut à nouveau que tu prouves et cetera. C'est constant. Bon, il peut y avoir des moments où tu vas faire un truc qui est ultra dans le stéréotype de genre, qui va être, je sais pas, un exploit à la con et qui va faire que waouh, Tu tu validé. es validé à fond, et ce qui te donne aussi un positionnement dans le groupe. Parce que au delà de ça, le boys club, c'est aussi, une hiérarchie et plus tu incarnes les idéaux de l'hégémonie, masculine, plus tu vas être, de la masculinité hégémonique, pardon, pour citer, Ray Winconell, plus tu vas être haut dans la hiérarchie et plus ta position est forte. Plus tu es bas, plus tu peux potentiellement être exclu du groupe. Moi, c'est ce que Mmh. j'ai vécu au lycée. J'étais dans le groupe, dans le boys club le plus populaire, du lycée, mais par contre, j'étais tout en bas de la hiérarchie. Et il fallait constamment que je fasse attention parce que il y a tous les phénomènes de contrôle de la virilité, de montrer, de prouver, et cetera. Et vu que j'y arrivais pas, il fallait que je compense avec d'autres trucs et c'était notamment, l'alcool, les joints, parce que, parce qu'à côté de ça, j'arrivais pas à draguer des filles, ou à être performant ou à parler, avoir de la répartie, j'étais super maigre donc je pouvais pas incarner cette hégémonie et donc il fallait que je compense, bah, par d'autres moyens et derrière cette peur de l'exclusion, elle est paradoxale parce que d'un côté, il y a un soulagement de plus être dans le groupe avec toute cette pression à devoir constamment prouver. Mais le problème, c'est évidemment le statut et le fait que si tu n'es pas dans le groupe, tu en es exclu et donc tu peux devenir la cible du groupe. Mmh. Et en fait, voilà, on peut t'attaquer, verbalement, physiquement et cetera. Donc il y a ce déclassement qui peut être, qui peut être très fort, même si avec l'âge le risque, physique, verbal s'amoindrit, le côté harcèlement, bully, très jeune, en fait, ce risque-là reste et cette potentialité, en fait, elle est constante, même avec l'évolution, en âge, et c'est ce qui fait que c'est aussi très difficile pour beaucoup d'hommes de sortir du boys club. Déjà parce qu'ils ont pas d'alternative. Ils ont pas d'autres, modes de socialisation connus que le boys club. Ils savent pas socialiser avec des femmes parce qu'ils savent pas créer de relations intimes, amicales. Sans que ce soit perçu comme, de la drague ou, et Mmh. ensuite, il parle de friend zone et cetera alors que, voilà, il pourrait très bien être ami avec des femmes sans avoir de d'arrière-pensée. Hem et où ils sont aussi incapables de nouer des relations amicales et donc intimes avec d'autres hommes, sans que ce soit perçu comme de l'homosexualité. Mmh. Et ça, c'est ce qui fait que beaucoup, de d'hommes plus ou moins jeunes se sentent extrêmement seuls parce qu'ils ont pas où s'exprimer. Parfois, c'est juste sur internet et c'est pas satisfaisant parce que c'est souvent sur des forums de mascu qui vont en fait les entraîner dans les méandres voilà, de la red pill, black pill et parfois encore plus grave qui vont jusqu'à l'automutilation, voire le suicide ou du terrorisme. Ça, on a malheureusement, pas mal d'exemples cette année en France seulement d'assassinats, de féminicides de jeunes filles par des jeunes ados, mecs et et là-dessus, en fait, il y a cette problématique de, ne pas savoir en sortir, mais aussi ne pas être capable de s'ouvrir aux possibilités qui sont offertes. Parce qu'elles sont perçues comme émasculantes, parce que c'est ce risque. Et c'est typiquement moi ce que j'avais, c'est-à-dire que moi j'avais la ressource disponible, tu peux aller voir un psy, Mmh. mais sauf que j'avais en contrebalance, c'est si mes potes découvrent que je vais voir le psy, ils vont me traiter de fou, de faible, je vais me faire exclure, ils vont se foutre de ma gueule, je vais être la risée de tout le lycée, «Ah, il va en thérapie, c'est vraiment un faible, c'est vraiment une merde» et cetera.
Donc voilà, tu as vraiment ces choses-là qui se mettent en balance et c'est clairement, c'est un peu ce truc où, on dit qu'on est en train de souffrir, on se met il y a une botte sur notre cou, mais en fait la botte, c'est nous-mêmes qui nous la mettons, quoi. Oui, c'est ça. Mmh. Mmh. C'est ce mème, assez connu et je pense que pour beaucoup d'hommes, ça reste ça. Si je vais en thérapie, ça va être, je vais être traité de fou, de faible et si j'y vais, bah, je vais y aller comme ça, je vais prouver que ça sert à rien. Mmh. C'est aussi ce OK. truc de Pertinent. défi, ouais, je vais être meilleur, je vais montrer que je suis plus intelligent que la thérapeute ou le thérapeute et cetera et sauf que, pour le coup, c'est ce que l'un d'entre eux m'a dit, c'est que c'est pas le plus dur, c'est pas d'y aller une fois, c'est d'y retourner OK. et ouais, c'est d'aller commencer à En plonger en profondeur? profondeur. Ouais. Mmh. Et est-ce qu'il y a pas quelque chose qui est très lié au «qu'en dira-t-on» et au regard des autres qui bloque? C'est Ouais. ça qui bloque? Je pense qu'il y a énormément de choses qui sont liées à cette perception. Pourquoi? Parce que, au moment où il y a la construction de l'identité masculine, stéréotypée, c'est le moment que ce que moi j'appelle le cut. C'est ce moment justement où, construire sa propre identité devient un danger parce que heu, ça vient en contradiction avec, les injonctions à cette masculinité et donc on se coupe de soi et à partir du moment où on se coupe de soi, on peut plus, construire qui on est et on investit ce masque. Alors, il va y avoir peut-être des caractéristiques qu'on a déjà ou des passions qu'on avait déjà qui rentrent dans ce moule, tant mieux, mais il y en a plein qui ne rentrent pas. Moi, par exemple, faire du chant, j'ai pas osé avant mes 20 ans. Alors que j'aurais aimé le faire avant, c'est juste que, alors qu'il y a plein de chanteurs de rock et cetera que je kiffais qui sont des hommes et qui, voilà, incarnaient une forme de virilité ou de masculinité et ben, parce que j'avais cette image-là, c'était inconcevable pour moi de chanter, quoi, parce que c'était genre un truc de fille. Mais à partir de là, on construit ce masque de masculinité et donc on abandonne pleinement le développement de notre propre personnalité et on met tout le paquet sur cette image, le «qu'en dira-t-on» et cetera, qui à chaque fois, hein, évidemment, hein, c'est très classique, un mécanisme de défense pour ne surtout pas, pour que la vraie personnalité, en fait, ne soit pas vraiment attaquée. Donc rejetée, donc voilà. C'est parce que, en fait, ce moment de construction de l'identité masculine stéréotypée, c'est un énorme rejet de soi-même. C'est ultra traumatisant. C'est ce qui fait aussi, je pense, c'est mon hypothèse, que pour beaucoup d'hommes, qui ont d'abord donc commencé à développer enfant leur propre personnalité, ensuite il y a eu ce cut de: «Non, tu dois être comme ça, pour être un Mmh. vrai homme». En fait, au moment où 20, 30, 40, 50 ans plus tard, on leur dit: «Non, mais tu peux réinvestir ta vraie personnalité, tu peux voir qui tu es vraiment». Et ben, vu qu'il y a eu ce traumatisme, à 4, 5, 6 ans, et ben, ils en ont peur. C'est Mmh. revivre potentiellement ce rejet de soi et vu qu'ils ont beaucoup plus investi ce masque qui, aussi imparfait, alors qu'il est censé être parfait, aussi imparfait, soit-il, c'est qui ils sont dans leur perception. C'est devenu vraiment leur identité. Donc ici, c'est aussi ce qu'on voit, c'est qu'on leur dit: «Bah, tout ce que tu as construit depuis, X années, X décennies, bah, c'est pas bien, c'est source de souffrance pour toi, pour les autres surtout, donc il faudrait peut-être que tu changes» et là, ce réflexe de se dire: «Quoi, je vais devoir revivre ça? Je vais devoir me recouper de moi-même» et en fait, quand on voit la balance entre, je sais pas, 45 ans de masque de masculinité et 5 ans de début de développement de sa propre personnalité, on peut comprendre que c'est flippant, qu'il y a Mmh. pas qu'il y a une peur à aller là-dedans et que, parfois parce que le cerveau préfère les solutions plus simples,
eh ben, ils vont aller dans du déni et ils vont investir en fait des arguments pour essayer de renforcer le masque, pour pouvoir le construire encore plus. Ça va être une carapace, ça va être les muscles, ça va être plein de choses qui viennent en fait essayer d'être fiers comme voilà, il y a plein d'hommes qui parce qu'ils ont entendu Sandrine Rousseau dire que la virilité était associée au barbecue, et ben ils vont manger encore plus de viande, alors qu'ils pourraient questionner ça. Et donc la question, qui est centrale pour moi, c'est le sentiment de sécurité. Qu'est-ce qui fait que toi, en tant qu'homme, tu te sens, tu peux te sentir en sécurité? Et tant que c'est pas le cas, et parce que de base, le conditionnement patriarcal, même pour les hommes, c'est l'insécurité. Et ben, il y a pas d'espace où en fait ils peuvent se poser pour se poser des questions et peut-être remettre en question qu'est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils font et qui ils pourraient être. Est-ce qu'ils pourraient être potentiellement quelqu'un d'autre? Est-ce qu'ils pourraient fonctionner différemment? Et c'est pour ça que le, mmh, l'accompagnement au changement me semble indispensable. Et évidemment, je prêchais pour ma paroisse individuelle aussi, parce que personnalisée, parce que il y a pas une solution miracle pour chaque homme. Mais clairement, c'est un peu le créneau sur lequel je suis actuellement, c'est remettre de l'empathie pour les hommes parce que sinon ils se braquent trop. Et c'est ce que j'ai vu avec, voilà, pas mal d'hommes avec qui j'ai interagi, c'est que, je pouvais être repoussant parce que j'avais une posture perçue comme trop féministe et qui faisait que, j'étais perçu comme l'ennemi. J'étais Mmh. dans l'autre clan, j'étais Du parti mauvais du côté côté. des femmes et Mmh. cetera, et que j'étais en dehors du boys club et que j'étais là pour dire: «Le boys club, ton boys club, je vais te l'exploser et quand il va exploser, ben, tu vas être tout seul». Donc je comprends le fait, de se sentir en insécurité vis-à-vis de ça. Mmh. Hem, voilà, c'est évidemment, c'est extrêmement complexe. Il y en a qui sont plus ou moins avancés dans leur conscientisation et dans leur comportement et cetera. Mais sans introspection, sans empathie vis-à-vis de soi, heu et donc de travail sur soi, ça va être difficile en fait de faire en sorte à ce que ces hommes puissent, trouver leur place parce ils ont même pas envie de chercher cette place souvent déjà. Tu m'as, parlé de finalement de l'insécurité et de la violence qui pouvait être liée, aux boys clubs et au patriarcat. Tu m'as parlé également des humiliations, notamment que tu as vécues sur ton Mmh. origine, supposée. Et c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, qui est comment est-ce qu'on fait pour limiter ces humiliations? Parce que dans Muscle ta répartie, on s'entraîne à réagir face à Mmh. ça. Mais parfois, je vois des gens qui ont totalement conscience qu'il faudrait pas le faire. Par exemple, les blagues misogynes, les petites attaques, Mmh. le fait, comme tu dis, de se dire: «Bah, c'est un truc de fille, donc c'est moins bien, en fait». Mmh. Heu, Est-ce que tu as des idées sur comment est-ce qu'on met fin à ça? Ou des discours que tu as déjà, essayés? Je pense qu'ici, il y a beaucoup à faire sur la alors déjà évidemment le racisme ordinaire, tout ce qui est ordinaire en fait. Tout le côté du sexisme, qui est, voilà, ce qu'on appelle le sexisme bienveillant. C'est quelque chose qui est enrobé dans dans de la bonne intention, mais qui en fait reproduit des logiques de domination, des logiques de supériorité et qui en fait se retrouve, dans plein de situations. Et de mon côté, donc les humiliations que j'ai subies étaient liées au fait que, bon, d'un côté, voilà, je suis blanc, mais j'ai des origines polonaises et donc je suis du bon côté de la couleur de peau qui gagne. Donc voilà, je suis en haut de la pile, mais j'ai pas les bonnes origines. C'est vraiment, alors c'est terrible parce que cette hiérarchie, elle était aussi présente évidemment, chez un dictateur très connu du siècle dernier. Et qui en fait était visible dans mes expériences professionnelles. Dès ma première expérience professionnelle d'ailleurs, dès mon premier stage à 18 ans, il y avait un j'étais en stage à Paris, à La Défense, et il y avait ce mec qui était d'origine portugaise.
et il s'en prenait plein la gueule, genre, «Ah, le portugais, le portugais». Et ce mec-là était ultra virulent avec moi et il me faisait savoir: «À toi le polonais, le polonais, le polonais». Et c'était ce truc genre, moi j'en chie à fond, donc je vais te faire la même chose qu'on me fait et je vais être supérieur. Et c'est ce qui malheureusement est aussi visible dans le populisme où en fait les gens, ils veulent pas, se sentir mieux. Ils veulent qu'il y ait des gens qui se sentent encore moins bien qu'eux. Mmh. Et hem et là-dessus, ce que j'ai pu subir ensuite, parce que voilà, je suis né en France de parents polonais. J'ai ensuite passé 13 ans en Pologne. Donc je suis retourné dans le moi je suis pas retourné, mes parents sont retournés. Je les ai suivis, ils sont allés dans leur pays. Moi je les ai suivis là-bas, tout en me sentant plus français, même si voilà, si on a envie d'aller sur des idées de sang, j'ai pas de sang français. Mais où en revenant pour le coup en France, j'ai eu droit à des, bienvenue en France, et cetera, et qui en fait ont fait que, j'avais l'impression parfois de devoir, montrer mon passeport, et où il y avait cette différenciation. Alors qui était beaucoup plus marquée pour le coup chez les plus vieilles générations d'employés, voilà, au-delà de 50 ans, et pour certaines et certains, j'avais vraiment l'impression que le mur, n'était jamais tombé en 89. Et où il y avait vraiment ce truc: «Mais vous en Pologne, vous faites comme ça?» J'étais là genre: «Oui, mais moi en France, nous en France, on fait aussi différent». Enfin, voilà, il y avait ce truc de vouloir absolument opposer et de se montrer en supériorité, qui est un truc un peu, ben, qui fait très colonial, quoi, qui fait très bienveillance avec les autochtones, et avec, les êtres inférieurs, quoi. Et voilà, j'ai des situations où, c'est le père d'une amie de ma partenaire qui m'avait dit, qui en fait, on s'était pas encore présenté, on avait commencé à parler, qui m'a demandé mon prénom. C'était un mec genre ultra érudit, et cetera, et qui ensuite dit, «Ah mais donc t'es polonais?» «Mais oui, mais t'as un accent, mais je l'entends». Alors que vraiment, on m'a jamais dit que j'avais d'accent, tu vois? Mmh. Et ce truc, tu vois, je sentais que c'était ce truc de vouloir absolument se mettre au-dessus, tu vois, «Ah non, mais vous êtes différents», et de se différencier. Et j'ai eu ensuite d'autres situations qui étaient, où en fait on essayait d'expliquer mes origines pour enfin on utilisait mes origines pour essayer d'expliquer un comportement que j'avais. Et Mmh. c'était vraiment insupportable, jusqu'au moment où j'ai eu justement une fois, une situation en entreprise, un icebreaker, où en fait j'ai eu, bizarrement tous les vrais Françaises et Françaises de souche qui en fait m'ont humilié sur mon prénom, sur, les moments où on a mal prononcé mon prénom, où il y a eu quelque chose qui a été mal fait. En fait, j'ai eu droit à une humiliation en public et où il y a personne qui s'est arrêté, quoi. Et moi j'étais sidéré. J'étais vraiment, il y a d'autres fois où j'ai eu plus de réparties, et cetera, où j'ai réussi. Là, c'était vraiment toute l'équipe, et vraiment tout le monde, c'est presque tout le monde, je dis pas tout le monde, mais vraiment une grosse partie des surtout les chefs, qui se sont mis à fond dessus, quoi. Et moi, j'étais voilà, je tremblais, j'avais le cœur qui battait et je savais pas quoi dire. J'avais envie de tous voilà, de me lever, de partir, ou c'était vraiment, vraiment dur. Et où derrière, j'ai pu en parler avec d'autres personnes qui l'ont vu et qui ont dit qu'elles étaient désolées et tout pour ce que j'avais subi. J'ai pu ensuite en parler, le dire de manière un peu indirecte, que c'était, voilà, ce genre de situation, c'est inadmissible, et j'expliquais. Et j'ai vu qu'ensuite, ces personnes ont un peu entendu ce que j'avais dit et faisaient beaucoup plus attention. Hem
Et il y en a même une à qui j'avais dit une fois pour une remarque, je l'avais prise, voilà, en individuel, je lui avais dit: «Ça, c'est pas possible» et elle s'était excusée, elle a jamais recommencé. Un autre aussi, un mec qui était, qui faisait tout le temps des blagues, «Ah mais toi, ouais, parce que toi en Pologne, vous en Pologne» et cetera et où je suis allé le voir, je lui ai fait: «Excuse-moi, je peux te parler?» et je lui ai dit: «Bon, faut que tu tes commentaires, et il m'a dit: «Oh pardon, pardon». Il pensait que j'allais le taper, tu vois? Il était vraiment il s'est mis comme ça: je suis désolé, pardon, pardon» et tout ça et les gens, en fait, souvent comprennent, mais se rendent pas compte de ça et pour d'autres, il y a ce côté aussi de pas se rendre compte que quand on fait connaissance, le fait de dire d'où tu viens, juste sur la base du prénom et cetera, c'est souvent déjà une manière de se positionner et pour la majorité des gens à qui j'ai pu en parler de manière ouverte, j'ai hem, aucun doute sur leurs bonnes intentions. C'est souvent pour moi de la maladresse. Mais ensuite, quand elles n'arrivent pas à comprendre qu'est-ce que ça représente pour moi, qu'est-ce que ça veut dire et que dans d'autres situations, il y a des personnes, tu vois, qui vraiment essayent de se repositionner. C'est un truc de compète, comme avec des mecs. Mmh. J'ai rencontré un mec qui était à une soirée, qui disait: «Mais quoi? Comment tu prononces ton prénom?» «Ah, je sais pas, c'est pas intéressant». Et clairement, c'était un mec qui me regardait avec peur au départ, dans ce truc, tu vois, de se jauger, et qui essaye justement De te rabaisser, de me rabaisser parce qu'il se sentait, voilà, compète. en compète, il pensait que, voilà, sa position pouvait être remise en question par qui j'étais. Et ensuite, quand on me dit: «Oui, ah, mais c'est quoi? Bah, c'est français». Et Ah, non, non, mais vraiment, bah, non, c'est français. Mais non, mais tu viens d'où? Bah, je viens de de la Créteil. Creuse. Presque, presque. Moi, je viens de Créteil, j'ai grandi à Créteil. Donc je dis: «Bah, c'est que je viens de Créteil». «Non, non, mais non, mais je viens de Créteil». Et tu vois, je reste, tu vois, comme ça et ça Neutre. les perturbe et en fait, en général, je leur reparle pas de la Mmh. soirée, tu vois? Et ça me va très Mmh. bien. Mais Mmh. c'est fatigant parce que c'est vrai que j'ai cette Ça revient pré-angoisse à souvent. chaque fois avant des événements, avec des gens où je vais me dire: «Oh là là, allez, on va falloir Ils repasser vont par ce encore me truc». demander, ça. Et donc tu vois, en fait, quand c'est un truc récurrent pour la répartie, ça permet de tester plein de choses et parfois de s'amuser, tu vois? Parce que Mmh. voir les gens qui se sentent tout bêtes, devant ça, c'est un peu satisfaisant parfois, je vais pas te le cacher, même Oh, si il est parfois les gens font méchant. oui, c'est un peu Je méchant, croyais que tu mais étais sympa. Je suis déçue. ça me dérange pas de pas être perçu comme un gentil. Faut te faire un t-shirt, je viens de Créteil Oui, c'est et je ça. m'appelle Piotr. Là, tu nous as dit quand tu étais concerné par des situations, des humiliations, des Mmh, micro-agressions, tu pouvais être sidéré et ensuite aller finalement éduquer ou expliquer aux gens individuellement que ça t'avait mmh, touché ou que ça se faisait pas et que les gens, ben, avaient quand même réagi positivement. C'est-à-dire mmh, avaient pris acte et l'avaient pu refait, mais bon, avait toujours cette pression de se dire: «Un nouvel événement, des nouvelles personnes, ça va quand même revenir» et mmh, quand toi tu es, pas concerné, alors par exemple, sur d'autres types de racisme ordinaire qui n'est pas, mmh. contre les gens, perçus comme polonais, ou contre de la sur de la misogynie, quand tu assistes à ça en tant que témoin, que c'est quoi tes est-ce que tu interviens ou et si oui, c'est quoi tes manières de répondre? Alors, ça dépend, la question classique. Souvent, ce que j'essaye de faire, c'est, de dire de faire répéter la personne. Alors ça m'arrive plus trop souvent parce que c'est souvent plutôt dans des boys clubs que je l'entendais et parfois c'était dans des boys clubs, un peu, dans lesquels je passais pas beaucoup de temps. Par exemple, quand je faisais encore du foot, voilà, je côtoyais un groupe de mecs qui se connaissaient très bien et où j'entendais parfois un truc comme ça, c'était un peu genre: «Quoi? J'ai pas compris ce que t'as dit». J'ai un peu cette idée que dans un monde sans racisme, et sans xénophobie, en fait, on pourrait faire des blagues sur nos origines
parce que ce serait juste des blagues et il y aurait pas de hiérarchie et pas de rabaissement. Hem, j'ai pas c'est qu'une réflexion et je dis pas que j'ai raison là-dessus, mais actuellement, on n'est pas du tout là-dedans. Donc quand j'entends ça, je regarde d'abord quand même la personne qui l'a subi pour voir si elle est en capacité de répondre ou pas, si elle a envie de le faire ou pas. Hem et parfois j'ai été un peu freiné par des gens qui disaient: «Non, laisse et Mmh. plutôt va parler à la personne qui a subi pour, dire: "Ah, je suis désolé de ce qui s'est passé", et cetera». Parce que parfois les personnes qui subissent, ne veulent pas être confrontées à ça et hem et c'est pas forcément évident même alors que voilà, c'est un tu parlais de chevalier blanc qui est aussi genre se mettre dans le bon rôle, hein, en tant que mec, le grand sauveur et cetera, qui va sauver, les personnes victimes de racisme ou de sexisme ordinaire, mais où parfois la personne, heu, ça lui laisse pas la possibilité de répondre et parfois elle a pas envie que ça le fasse parce qu'il y a des dynamiques de groupe qui sont difficiles à sortir parce que c'est des personnes qui sont dans un groupe auquel elles sont attachées, mais où, c'est la, discussion après coup, calmement avec la personne, où on peut peut-être l'aider à, en fait, s'équiper, à pouvoir se sentir plus forte pour répondre la fois suivante. Mmh. OK. Dans le sexisme, pendant des formations, des ateliers, là, je suis rodé et je vais, interroger un peu. J'aime bien faire le con, enfin jouer au con, j'ai pas compris, je suis pas sûr. Est-ce que tu peux me réexpliquer? Parce que j'ai un doute et en fait le fait d'aller dans le calme et pas dans quelque chose de très, très fort, tu vois, confrontationnel, ben, déjà ça affaiblit la position de la personne qui a dit la chose parce qu'en étant dans un truc de confrontation, elle peut essayer de se grandir et ce rapport de force perçu par les personnes autour, peut tendre à se positionner ou non. Alors que là, jouer aux bêtes, la majorité des gens savent quand tu joues à la bête ou aux bêtes, et vont savoir que le rapport de force, il est presque inexistant et qu'en fait, la personne, tu la confrontes avec ce qu'elle a dit et qu'en fait, elle va rester dans sa merde, quoi. Donc c'est beaucoup plus simple comme ça, heu, parce qu'en plus, c'est vraiment ce truc de renvoi. «Tu Mmh. sûr? Tu dit quoi? Tu dit quoi?» Tu vois? Tu lui reprends son Mmh. truc et bon après c'est vrai que c'est le questionnement, c'est la remise en question des croyances et c'est plus vraiment du travail de coach professionnel notamment, mais oh qui a dit ça? Qui a dit ça? Quand? Ah bon? Et c'est vrai? Tu es sûr? Tu as pas un petit doute? Et voilà, ça calme le truc et vu que la personne en général, c'est juste justement des croyances, qui viennent de nulle part, ça ça permet de au moins désamorcer la suivante. Pas forcément, des excuses, et cetera parce que ça peut être compliqué pour un côté un peu orgueilleux souvent, mais au moins ça va freiner la suivante et ça peut aussi décourager les personnes qui rigolent ou qui sont un peu suiveuses ou qui en fait, osent pas à, à dire quelque chose la prochaine fois. Mmh. Donc l'approche de la question. Ouais. J'avais, pour toutes les personnes qui ont été intéressées par ce que tu as dit, notamment tous les aspects, enfin moi qui m'intéressent beaucoup, qui sont comment est-ce qu'on voyage dans la tête d'un homme qui se déconstruit, parce que je ne peux pas, en tout cas je n'arrive pas à le vivre, hein, personnellement, vu mon parcours. Hem, Si on voulait creuser plus ce que tu nous as dit, est-ce que tu aurais des ressources que tu nous conseilles? Alors, le livre, je pense, un peu référence qui aide beaucoup à comprendre, la logique des hommes, c'est, «Les hommes hétéros le sont-ils vraiment?» de Léa Alestra. Ça, c'est un must. Ça montre énormément de d'explications des dynamiques, surtout que ça se base, sur
plein d'études sociologiques. Donc ça se base sur les grands classiques de Ray Winconell, donc que j'ai cité aussi, mais aussi de Bell Hooks. Et ça permet, enfin en fait, ce qui est génial dans ce livre, c'est que ça permet, si on a envie d'approfondir, d'aller voir toute la bibliographie qui est extrêmement riche et qui permet en fait d'approfondir les sujets. Euh, Sur les arguments plus rationnels, c'est le coup de la virilité de Lucille Pétavin. Ça, c'est assez évident. Après, en termes de compte Insta, par exemple, il y en a un qui a une valeur inestimable, c'est Nos alliés les hommes, avec une position, justement, une posture d'empathie et d'accompagnement des hommes. Avec pas mal c'est une pionnière l'une des pionnières en termes euh, de cercle de parole pour hommes, mais aussi de cercle de parole pour les hommes qui ont commis des violences. Donc c'est Noëlla Buni-Dubois. Donc son compte est génial. Il y en a un que j'ai découvert dernièrement qui s'appelle Heymec, H-E-Y, mec, avec des questionnements. Je préfère quand même évidemment citer le travail des femmes. Oui, voilà, il y a Maud Le Rest qui avait publié Tu devrais aller voir quelqu'un en 2000. Il y a Martine Delvaux aussi qui avait écrit sur le Boys Club et Désirer la violence de Chloé Thibault. Pardon. Ah Voilà, bah, ça nous fait de la lecture là. c'est vrai qu'il y a un peu plus de lecture et des podcasts, mais ça, je pense que on va surtout rester sur le tien. C'est ça. Ah, mais on a le droit d'en écouter d'autres. Est-ce que tu Oui, allais me oui, oui, conseiller Les couilles sur la table ou pas? ouais, Est-ce que non, il y a c'était. les couilles sur la table, évidemment. Il y avait Mansplaining de Thomas Messias. Il y a tous les podcasts, tous les épisodes de podcasts de France Culture autour du féminisme ou des masculinités qui sont super intéressants. Il y a des séries aussi. Donc là, on m'a conseillé, je l'ai pas encore vu, Querer sur Arte. Il y a évidemment la série Adolescence, ça c'est plus sur le masculinisme. Il y a Alpha Men, je crois, aussi une série espagnole sur Netflix. Et pour les hommes qui aimeraient avoir des images de masculinité positive, il y a Ted Lasso sur Apple TV, que j'adore comme série, qui est ultra positive, mais qui traite énormément des stéréotypes masculins, qui les remet en question et c'est super bien fait. Euh, et voilà, je pense que C'est c'est déjà déjà pas pas mal. mal. C'est déjà pas mal, ouais. Très bien, ça nous fait une belle to-do list, éventuellement des cadeaux à faire à Exactement. tonton pour Noël aussi. Très bien, parfait. Un grand merci Piotr pour cet échange. Merci beaucoup, Michel. Avec plaisir. Pour tous les auditeurs et les auditrices qui font face à des discriminations ou du sexisme au travail et qui veulent muscler leur répartie, je vous invite à télécharger les 15 punchlines pour réagir face aux microagressions au travail. Et puis je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. À très bientôt Piotr. Merci beaucoup, au revoir.